Laurent Roland Toriquez, bonjour. Maury Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Toujours un plaisir de vous retrouver Plaisir dans ce partagé. studio. Vous nous avez manqué cette semaine. Je vous ai espéré peut-être venir me tenir compagnie le mercredi parce que j'étais seul. Mais bon, vous êtes appelé à d'autres fonctions. Donc voilà, on n'a pas la chance de vous avoir tout le temps. Et j'espère que la semaine prochaine, tout se passera bien pour que je ne souffre pas également de votre absence, de votre rescousse. Hein? Voilà. Bon, alors, puisque vous êtes là à présent, je cherche un titre dont je voudrais parler avec vous. Laurent Roland Toriquez, en attendant de retrouver le journal, le mandataire Gougbedji, qui, à quelques jours des législatives, lance un communiqué pour donc appeler les gens qui n'ont pas de pièce d'identité à voter, à venir s'inscrire à l'ANIP à travers un communiqué pour pouvoir avoir une pièce. L'ANIP va leur dériver un papier qui va leur permettre de voter. Alors, hier, j'ai lu l'information à la une d'un journal. Je crois que j'ai opiné là-dessus, mais j'ai pris du recul pour analyser la situation. Je me rends compte que pour moi... C'est la priorité qui en parle. Voilà, j'ai pris du recul pour analyser de la journée d'hier. Je crois que ce matin, je ne dirai pas la même chose que ce que j'ai dit hier. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur a sorti un communiqué et a instruit les citoyens sur les pièces qu'il faut présenter pour aller voter. Et donc, de ce point de vue, il n'y avait plus de problème à aller voter. D'accord. Quand le gestionnaire mandataire de l'ANIP sort un communiqué de cette manière et dit qu'il faut que les citoyens qui n'ont pas de pièces se retrouvent dans les arrondissements pour avoir des pièces, en tout cas qui leur donnent la possibilité d'aller voter, pour moi, ça pose un problème. Parce qu'on sait que dans certaines régions du Bénin, les gens auront du mal à rallier leur arrondissement pour prendre ces pièces-là. Alors, au cas où ces citoyens n'auraient pas ces pièces, est-ce que ce ne serait pas un frein pour les empêcher de voter? C'est là ma question. Parce que le ministère de l'Intérieur a bien situé le permis de conduire. 11 pièces. Voilà, qu'on peut utiliser pour voter. Donc, ça veut dire que quand vous vous retrouvez avec un acte de naissance et qu'on peut retrouver votre nom sur la liste, dans une certaine mesure, avec un certain truc, vous pouvez voter. Mais en l'état, ce que dit l'ANIP, c'est qu'il faut venir prendre une pièce. Laquelle pièce que les citoyens peuvent ne pas sortir aller chercher? Oui, ça c'est vrai. Et le jour du vote, il se peut que dans les bureaux de vote, des gens qui sont commis à la tâche refusent à ces citoyens qui n'ont pas présenté cette pièce de l'ANIP d'aller voter. C'est ça. Donc, il y a un véritable piège à ce niveau. Donc, ça va créer peut-être, je ne sais pas, ça va créer de confusion. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP est-il au-dessus du ministère de l'Intérieur? Est-il au-dessus du gouvernement? Même si son administration est rattachée à la présidence de la République, est-ce qu'il a autorité de donner ou bien de dire il faut donner telle pièce pour aller voter? Autrement dit, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le fait qu'après la décision du ministère de l'Intérieur de lister 11 pièces avec lesquelles on peut voter, qu'il y a une autre décision qui appelle encore à reprendre. Je crois qu'on doit s'en tenir uniquement à la décision du ministère de l'Intérieur qui permet ne pas créer de cacophonie en fait. Qui permet à tous les citoyens de voter où qu'ils se trouvent, pardon. Vous voyez? Mais dans le cas d'espèce avec le communiqué de l'ANIP, il y a un problème. Est-ce que c'est en cela donc que l'enquêteur, il va nous l'afficher, l'enquêteur parle je vais me retrouver, processus électoral, élection législative, Gougbedji veut foutre la pagaille, désormais du doute sur la liste électorale. Est-ce que c'est en rapport? Justement, pour moi, c'est un peu comme de la pagaille. Parce que le ministère de l'Intérieur relève du gouvernement directement. Et si le ministre de l'Intérieur a pu sortir un communiqué, certainement que ça a été débattu en Conseil des ministres. D'accord? Oui. Et donc, si ça a été... je me dis qu'il ne peut pas non plus, Laurent Roland Toriquez, prendre une telle décision sans que le gouvernement n'autorise que le président ne soit informé. Ça veut dire qu'alors, il y a un problème. Et le problème, pour moi, comme le journal le dit, c'est un peu de la pagaille. Je crois qu'il faut laisser les citoyens s'en tenir au communiqué du ministère de l'Intérieur, permettre aux gens d'aller voter simplement. J'ai comme l'impression que cette décision, ce communiqué qui vient à point nommé pour limiter certaines personnes dans certains votes dans certaines localités, dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'il faut faire très attention avec ce communiqué.
pour moi, le gouvernement ferait mieux d'interpeller le gestionnaire mandataire de l'ANIP, de lui demander de rapporter immédiatement à sa décision et de permettre aux gens de se conformer à la décision du ministère de l'Intérieur d'aller voter. C'est tout simple. Pour éviter que le jour des votes là, que des citoyens, parce que bizarrement, il y a des gens qui sont lettrés, mais qui sont pires que des demi-lettrés ou des illettrés. Le jour des votes, des élections, on peut en trouver qui vont dire: ah, si vous ne présentez pas, si vous n'avez pas la pièce de l'ANIP et que vous avez une carte d'étudiant, vous ne pouvez pas voter. Et on peut trouver comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des gens qui n'ont pas la compréhension de alors toutes les qu'on a choses. dit, avec la carte d'étudiant, on peut voter. Oui. Avec le permis de conduire, vous On pouvez peut voter. voter. Avec quelle pièce encore, même périmée, vous pouvez voter. Donc, il suffit de voir votre photo et de voir votre nom dans et voir. Avec l'ancienne carte Lépi, vous pouvez voter. Mais quand c'est comme ça et qu'on dit qu'il y a une pièce, parce que quand on dit 100 pièces d'identité là, de quoi est-ce qu'on veut parler? Il faut que ce soit clair. Oui, 100 pièces d'identité. Parce que si j'ai une pièce d'identité... Je ne sais pas, vous étiez en train de parler date de naissance. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a autorisé la date de naissance? Je ne crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Quand on dit pièce d'identité, ça veut dire que quand vous avez une pièce d'identité qui a expiré, d'accord, vous n'avez plus de pièce d'identité. En réalité, juridiquement, c'est ça. Oui, juridiquement. Juridiquement, c'est ça. Mais le problème, c'est que non, dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, ils ont autorisé. On peut l'utiliser. Mais une pièce d'identité doit contenir forcément la photo de l'individu, son nom, son prénom et puis certaines informations. Je crois qu'il faut s'en tenir uniquement au communiqué du ministère de l'Intérieur. Ouais. Il n'y a pas de débat. Pour éviter l'amalgame. Okay. C'est tout simple. Donc, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, peut-être il veut mieux faire les choses. Mais je crois que c'est trop tard. D'accord. C'est trop tard. On a lancé la campagne maintenant. On est à 2 semaines des élections. Combien de citoyens sont préoccupés pour aller prendre carte où et comment? Combien de citoyens sont-ils? Vous avez raison, parce que ça pourrait créer donc de l'amalgame après au niveau des bureaux de vote. Et puis je pense que quand même le mandataire pourra donc tirer ce qu'il faut de vos analyses. Et puis toujours on reste à la une de l'enquêteur qui parle de Info Criette quand même. C'est très surprenant. Laurent Roland Tonnikes, 2 magistrats au Niouf et 2 autres sous convocation. Oui, je crois que la loi... Est-ce que c'est véritablement, comment dire, la guerre déclenchée à la corruption? Est-ce que véritablement le Bénin a pris l'ascendance pour prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Non, vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut l'appliquer. Vous avez beau faire d'être peut-être un juriste de haut rang, si vous tombez sous le coup de la loi et que vous, malheureusement, les preuves sont établies, on vous l'applique. On vous l'applique. Et donc, les magistrats ne sont pas différents des simples citoyens. Les simples citoyens, les infractions pour lesquelles on peut incarcérer un simple citoyen, les mêmes infractions peuvent amener à incarcérer un magistrat, un ministre, un député, un président, pourquoi pas, de la République, pourquoi pas. Et donc, les gens feraient mieux de respecter, de faire très attention à tout ce qu'ils font. Je crois qu'il y a quelques jours, il y a un dossier qui avait été soulevé par rapport à un magistrat au niveau de la cour d'appel d'Abomey. Et donc, j'avais lu l'histoire à la une d'un journal, en fait, un journal qui a écrit l'article, qui a relayé abondamment. Et que déjà, en moins de 2 semaines ou 3 semaines, on en trouve qui sont des magistrats qui sont interpellés parce qu'il y a un certain nombre de faits. En tout cas, jusque-là, sont reprochés. Jusque-là, même s'ils sont déposés en prison, ils sont des présumés coupables parce qu'ils ne sont pas encore jugés. Donc, le temps qu'ils soient jugés pour établir que réellement ils sont coupables, on attend de voir. Donc, ils sont encore pris. Peut-être certains s'interrogent sur les raisons de leur mise en prison. Oui, je crois que les raisons ont été évoquées par un journal. Lesquelles raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. D'accord. Mais je crois que la justice fera son travail. S'ils ont pu être déposés en prison. C'est comme si on les soupçonne de corruption, de fait de corruption. Voilà, et donc, dans une certaine mesure. Ils auraient demandé. Ils auraient tenté de soutirer de l'argent à des personnes. Oui, du moins à un client. Oui, je crois qu'on a pu lire un certain nombre de choses. Et je veux bien croire que ce qui leur est reproché, comment vous appelez, vérifiable ou vérifié. 2 magistrats sont mis sous convocation. Oui, je sais. Quand même que je ne sais pas. Non, ils peuvent
être mis en prison et après, il y aura un non-lieu. D'accord. Le cas Thomas Gueva, paix à son âme, il a été en prison pendant plus d'1 an. Mais malheureusement, au fini, c'était quoi? C'était un non-lieu. Et malheureusement, après son décès, c'était un non-lieu. Un non-lieu a été prononcé. Un non-lieu a été prononcé. Donc, aussi longtemps que c'est pas parce que la personne est déposée en prison que la personne est d'office coupable. Mais il y a que les enquêtes peuvent prouver que la personne n'est pas pour autant complice coupable dans certaines mesures. Et donc, on peut en arriver à l'innocenté, si c'est un non-lieu, arrêt de poursuites, bien évidemment. Et donc, je crois que ça peut être comme ça pour nos magistrats déposés, mais toujours est-il que c'est de rappeler aux citoyens que si les citoyens, les juges de la criette, en arrivent à déposer certains de leurs collègues, vous, citoyens, vous devez faire attention. Ceux qui sont DG, c'est ça ce que ça veut dire. Citoyens où que vous soyez, journalistes ou, je ne sais pas, mécaniciens, et regardez, les juges là, ils sont en train de mettre leurs collègues en prison. Donc vous, qui n'avez rien là, rangez-vous. On est des fourmis, nous autres. Non, moi je ne suis pas une fourmi quand même. Ah, vous n'êtes pas une fourmi? Je ne suis pas une fourmi. Mais je sais que j'ai des limites. Non, par rapport au magistrat qu'on dépose. Non, je ne suis pas une fourmi par rapport au magistrat. Mais vous n'êtes pas magistrat. Il est dans sa profession, il a pleine autorité. Moi je suis journaliste et j'ai le pouvoir, j'ai aussi un pouvoir que j'exerce. C'est-à-dire que vous savez qu'après Dieu, c'est les magistrats. C'est eux qui le disent. Mais le bon Dieu, si c'est après Dieu, c'est eux. Dans leur profession, ils disent qu'après Dieu, c'est eux. Et puis ils sont des dieux. Ce qui est sûr, un beau matin, Dieu. Des dieux en prison, vous voyez ce que ça fait. C'est eux qui le disent. Donc, on va s'intéresser à une autre. Dans ma famille, c'est moi. Après Dieu, dans ta famille. Dans ma famille que j'ai fondée, c'est moi. D'accord, c'est chacun est Dieu là où il est à l'aise. D'accord. Alors, effectivité de la valorisation des salaires dans la fonction publique. Cette semaine, quand même, ça jasait un peu. Les gens ont remarqué le gonflement de leur salaire. Est-ce que vous avez suivi un audio qui a circulé? J'ai suivi l'audio. Selon un homme en âme, là. Et il a dit que le président peut mourir sur le pouvoir. Moi, j'ai commenté. Ah oui, vous avez commenté? J'ai commenté dans un groupe où je sais qu'il y a des sommités. Non, c'est une façon, c'est-à-dire. Non, mais écoutez. Les gens sont émus. Non, il faut reconnaître d'abord l'émotion. Il a dit sous l'effet de l'émotion. L'émotion est nègre. Oui, je ne refuse pas. Non, écoutez. Mais c'est à remarquer quand même. Revenons sur terre. Oui, mais c'est à remarquer que les gens sont contents. Est-ce que vous avez écouté le cette dire revalorisation des salaires? Il a fait un prêt. Il était déjà sous le coup du prêt. Oui. Et c'est qu'il était asphyxié totalement. Personne ne l'avait envoyé faire prêt. D'accord? Je suis d'accord. Donc, cette revalorisation lui permet tout au moins d'arrondir. Et donc, je comprends. Il ira faire prêt encore. Il ira faire prêt encore. Donc, je comprends. Et c'est pourquoi moi, j'ai commenté pour dire celui-là n'a jamais rêvé grand dans sa vie. Excusez-moi beaucoup de le dire comme ça. C'est moi qui le dis. Parce que, au-delà de tout, il faut applaudir le fait que. Il a rêvé grand. Non, il n'a pas rêvé grand. Il a rêvé grand. Il s'est retrouvé dans une situation inattendue. Il n'a jamais imaginé qu'avant la fin de cette année-là, lui, là, il pourra remarquer de l'argent, que son salaire allait monter jusqu'à ce point-là. Moi, il dit qu'il n'a jamais rêvé grand dans sa vie. Je m'explique terre à terre. Vous savez, regardez, voilà un citoyen qui a un salaire plus ou moins, en tout cas, élevé, qui lui permet de subvenir de sa famille, qui allait faire un prêt, donc qui avait l'accord de coût. Qui a un petit salaire, il faut le dire. D'accord, qui a l'accord de coût. Et parce qu'on a revalorisé peut-être à hauteur de 66% de son salaire, se permet de dire que le président peut mourir au pouvoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui rêve grand ne peut pas raisonner de cette manière. Parce qu'au-delà de tout, même si on augmente son salaire, c'est son droit, en réalité. Oui. C'est son droit. On ne lui a pas fait un cadeau. Excusez, je ne suis pas d'accord de la manière dont on fait autour de la revalorisation. C'est le droit des travailleurs qu'on revalorise de leur salaire. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur donne. Ils le méritent. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Qu'il enlève ça de sa tête. Parce que quand il parle comme ça, c'est comme si on lui a fait un cadeau. Mais je suis désolé. Les gens ne peuvent pas être d'accord avec moi. C'est moi et je l'assume. Je dis, tel que ça se fait, tel que ça se dit. C'est comme si on a accordé une faveur aux travailleurs. On dit que depuis 1960, il n'y a pas de revalorisation. Je suis d'accord. Mais il y avait au moins des points indiciaires qui ont été appliqués au niveau des salaires. Et il y a eu des rappels. Les gens avaient des primes. Où en sommes-nous avec les primes aujourd'hui? Disons la vérité. Une grosse interrogation. Demandez aussi au travail où en sommes-nous aujourd'hui avec les primes. Les primes n'existent pas. Beaucoup de primes ont été supprimées. Il faut le reconnaître. Pour dire quoi?
Je reconnais que le gouvernement a fait un effort de revaloriser les salaires. Mais qu'on évite de nous faire croire que c'est une faveur qu'on accorde aux travailleurs, que c'est un cadeau qu'on donne aux travailleurs. Les travailleurs le méritent. D'ailleurs, et je l'ai dit, et c'est pourquoi moi je dis toujours une chose, la fonction publique doit continuer à travailler, à honorer les travailleurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient travailler pour la fonction publique a passé un test. Avant que vous ne recrutiez quelqu'un au niveau de la fonction publique, vous lui faites passer un test. Et vous prenez les meilleurs. Parce que c'est vous qui avez besoin d'eux. Donc, en retour, vous devez bien les traiter. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la fonction publique. C'est vrai que dans le secteur privé, il y en a qui traitent très mal les travailleurs, mais il y en a dans le secteur privé des gens qui font la même chose que d'autres personnes dans le privé, mais qui sont très bien payés, très bien traités. Donc, se comporter, je dis, comme si c'était un cadeau qu'on a donné aux travailleurs. On n'en parle pas partout. On chante ça, on exhibe ça, comme si c'était un trophée de guerre. Mais écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, quand ce citoyen on arrive à profiter en tout cas de la revalorisation qu'on lui a faite, qui lui permet de ne plus subir trop le poids de la dette qu'il avait sous laquelle il croupissait. C'est que je comprends que c'est quelqu'un qui n'a jamais rêvé grand, qui n'a jamais imaginé qu'un jour, qu'on arrange sa situation. Je dis... Mais on peut dire au moins merci au chef de l'État. Mais moi, je l'ai dit. J'ai eu le temps de dire que enfin ça a été fait et qu'il faut apprécier. Le gouvernement a fait un bond essentiel. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller de l'euphorie et penser que c'est un cadeau qu'on a travaillé. Il peut mourir au pouvoir. Quoi. Non, il ne peut pas mourir au pouvoir. Il a 2 mandats à faire à la tête du pays. Il est en train de faire le second mandat. Il va finir en 2026. Très bien. Laurent, on entend une question, mais le dynamisme info sur la question écrit des efforts pour soutenir le secteur privé attendu. Effectivité de la revalorisation salariale dans le public, des efforts pour soutenir le privé, donc attendu. C'était à la une du quotidien Dynamisme Info. Des efforts pour soutenir le secteur privé attendu. Oui, je crois que le chef d'État a montré le chemin pour dire qu'il ne peut pas s'imposer aux acteurs du privé. Mais toujours est-il que quand de l'un dans l'autre, il avait des entreprises qui opéraient dans le privé et jusque-là, il a des proches qui opèrent dans le privé. Qu'il paie bien à ce qu'il paraîtrait. Oui, beaucoup pas mieux payent bien, mais il y en a qui payent très mal. Ne nous voilons pas la face. Il y a beaucoup pas mieux qui emploient des gens mais qui ne les ont pas déclarés. Moi, je ne vais pas citer des noms ici. Et ils savent de ceux dont je parle. Il n'y en a pas mieux ils sont nombreux à utiliser des gens, à employer des gens qui n'ont pas déclaré depuis des années. Il y en a qui payent mal et qui traitent mal leurs travailleurs, leurs employés. Donc, dans une certaine mesure, il faut peut-être aller à une loi. Pour régler le problème, il faut aller à une loi, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le privé, qui brassent des millions par an, mais qui payent moins du SMIC à leurs employés. Alors, comment quelqu'un qui travaille à Cotonou peut être en dessous du SMIC? Les agents d'entretien que vous voyez dans le ministère, les agents de sécurité que vous voyez dans le ministère, à combien sont-ils payés? C'est eux qui prennent le grand risque. Quelqu'un qui doit venir s'asseoir, nous sommes en période d'harmattan, qui vient s'asseoir au portail, sous l'harmattan, du matin jusqu'au soir, et quelqu'un vient faire la nuit. Mais sa société perçoit 70 000 peut-être avec l'État, et paye 40 000 francs à l'intéressé ou 35 000 francs à l'intéressé. Il faut aller voir à ce niveau-là. C'est ceux-là qui font la sécurité privée. Ils sont très maltraités. J'en connais plein. Moi, je suis quelque part où dans la structure... Certains sont presque incapables même de prendre un émigrant. Ils marchent pour aller à leur boulot ou ils sont là à faire l'autostop. Je travaille dans je joue un autre rôle dans une société et à la fin du mois, on verse 60 000 francs à la société pour le truc là, pour l'entretien. Mais le gars est 35 000. Et parfois, vous envoyez l'argent et le monsieur n'a pas le salaire. On attend peut-être un mois après pour lui dire que la société où il travaille n'a pas payé. Et il a fallu qu'on appelle les responsables de la société pour les interpeller, pour leur dire, écoutez, si c'est ça, on rend le contrat avec vous. Donc il y en a plein comme ça. Les agents d'entretien. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les sous, mais ils ne paient pas les agents. Et ils mettent ça sous le dos de la société qui les a recrutés. Déjà, c'est moins du SMIC. On commence par là. Et le moins du SMIC n'est pas payé à temps.
C'est peut-être 2 mois après qu'il faut leur payer un mois de salaire. Ou c'est peut-être 3 mois après qu'il faut leur payer 3 mois et 1 mois de salaire. Et à la fin, vous les voyez, c'est pratiquement des gens qui sont devenus des mendiants. Oui. Et puis, il faut le dire, Laurent Roulatoni, ils sont obligés pour joindre les deux bouts de laver les motos des agents, des clients, mais ils ne sont pas là pour ça. Il faut le reconnaître. Mais ceux qui sont Parce que pendant qu'il avait une moto, si un intrus rentrait dans la société, comment peut-il le savoir? Pendant qu'il a la tête baissée, ceux qui sont agents d'entretien, elle avait une moto. Ceux qui sont agents d'entretien dans les ministères, le gouvernement a des contrats avec des sociétés d'entretien. Les agents d'entretien sont envoyés. C'est eux qui mettent de la main dans l'acide pour nettoyer les carreaux, pour nettoyer les toilettes. Ils inhalent tout ça, l'odeur là. Ils mettent la main dans l'eau constamment. Vous voyez, les ongles, c'est pourri. Et ils font ça. Et on est incapable de leur payer le SMIC. Et pourtant, quand vous allez voir le contrat signé avec l'État, c'est des millions qui pourraient permettre de payer tout au moins 50 000 à ces personnes par mois. Et le promoteur pourrait avoir encore un grand bénéfice. Donc, c'est autant de choses. Je crois qu'à la limite, il faut aller à une loi. Et aller à cette loi et imposer à cette société. Quand vous avez un contrat avec l'État, imposer à cette société qui a un contrat avec vous, de payer tout au moins le SMIC aux agents. Tout au moins le SMIC aux agents. Parce que le SMIC, c'est 52 000 maintenant. 52 000 francs. Tout au moins le SMIC aux agents aujourd'hui. Il faut commencer par là. Maintenant, en tenant compte des grades, des diplômes, des qualifications de personnes, fixer un taux, c'est-à-dire savoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a le master qui vient travailler, on lui paye peut-être 60 000 ou 55 000. Master. Écoutez, il y en existe plein. Il y en existe plein. Ils mettent leurs compétences à contribution des entreprises. Les entreprises fleurissent, évoluent. Mais on leur paye. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Et c'est pourquoi je dis aussi à certains parents, quand vous voulez mettre tous vos enfants dans le master à payer 1 million, sans pouvoir avoir un projet de vie pour votre enfant plus tard, voilà les problèmes. Il faut réfléchir autrement. À la Lune, nous voyons les choses maintenant. La dernière fois, on a vu les docteurs de la Côte d'Ivoire faire marche pour dire qu'ils veulent l'emploi. Oui, il y avait des milliers. Il y a des milliers de docteurs en Côte d'Ivoire. Ils ont fait une marche pour dire qu'ils veulent de l'emploi. Il faut que l'État les emploie. L'État ne peut pas les employer tous. Tout le monde n'est pas fait pour aller voir un master. Non. Mais comment vous allez vendre vos biens pour mettre un enfant dans un master alors que vous n'avez pas un projet de vie pour votre enfant plus tard? Il va faire master pour maintenant commencer à écrire j'ai l'honneur. On va lui payer 60 000, 55 000 parce qu'il n'a pas appris à faire autre chose. Donc, il faut que aussi les citoyens commencent à réfléchir autrement. Mais il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités en mettant en place une loi pour faire en sorte que ces entreprises qui utilisent ces compétences soient en mesure de payer un bon salaire, ne serait-ce que le minimum pour leur permettre d'être à l'abri des besoins et de ne pas paraître comme des mendiants ou des nécessités, alors qu'ils ont fini d'étudier, ils ont un master, ils aspirent à faire un doctorat. Donc, c'est autant de choses qu'il faut régler. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes auxquels les parents sont confrontés, les pays africains sont confrontés. Laurent Roulatoni, si vous permettez, je vais rappeler les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote, ce sont les suivantes. D'accord. Parce que j'ai rapidement fouillé. Il y a la carte de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Oui. On a 3 types. Il y a le moyen, il y a le truc là, il y a le badja là. J'ai encore les 3 chez moi. Comment on appelle ça? L'éventail là. Il y a la carte nationale. Vous savez celui qui nous a réalisé l'éventail? Oui. Bon. La carte nationale d'identité, la carte d'identité biométrique aux normes de la communauté, ce que fait l'ANIP bien évidemment, le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle. Carte d'identité professionnelle. Vous voyez, c'est après ça veut dire que normalement si je sors ma carte d'identité, normalement ça pouvait être utilisé. Oui, c'est une carte, ouais. Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire. Forcément la photographie. Certificat d'identification personnelle, le CIP qu'on établit aujourd'hui communément là. La carte d'étudiant ou la carte d'identité scolaire. Tout ça là, il y a la photo des individus, vous remarquez. Oui, voilà, donc on peut voter avec ça. Donc on peut dispenser les citoyens de cette affaire de carte affaire par la NIP. Je suis sûr que tous ceux qui vont voter, la plupart, parce que fondamentalement, c'est compliqué la tâche pour les citoyens en l'état à 2 semaines des élections. C'est pas la peine. C'est pas la peine, on va Maintenant, finir. si des citoyens peuvent aller le faire, mais il ne faudrait pas que ce soit un argument pour dire ceux qui n'ont pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à bloquer ceux qui ont la carte d'identité, la carte d'étudiant ou la carte scolaire. Ok. En fait, c'est là votre inquiétude. Voilà. Il ne faut pas qu'on en arrive à bloquer ceux qui ont le permis de conduire pour dire qu'il faut aller chercher la pièce de l'ANIP. Parce que réglementairement, il y a des pièces qui sont reconnues comme... Si j'ai suivi le communiqué de l'ANIP, il me semble qu'il y a une nuance dans le communiqué. Je n'ai pas gardé cela en tête. Je crois qu'il va falloir faire très attention.
Très bien, on va finir par quand même la campagne électorale qui démarre. Un journal a écrit, c'est parti pour 2 semaines. Oui, c'est parti pour 2 semaines de débat. 2 semaines pour que chacun vienne avec sa marchandise. Arguments, verbes. Oui, que chacun vienne, le Pierre viendra avec sa marchandise, le baobab, et l'arc-en-ciel, pour nous proposer que peut-être qu'en votant pour eux, on aura du baobab pour avoir de la force. D'accord. Et qu'avec l'arc-en-ciel, en tout cas, ça annoncera le beau temps ou bien la pluie, bien évidemment. Le BR nous dira qu'avec son cheval cabré, on pourra voyager, aller loin et aller conquérir d'autres territoires. Qui sait? L'idée nous dira qu'il y a le maïs qu'il faut manger d'abord avant de pouvoir aller conquérir d'autres territoires ou bien chercher à avoir la force avec le baobab, bien évidemment. Maïs, là, vous le savez, on peut manger sur beaucoup de formes. Farine de maïs, bien évidemment, on peut griller, on peut faire quoi? Beaucoup de choses avec le maïs. Et sachant aussi qu'on peut faire un mélange baobab-maïs pour la bouillie pour les enfants, ah ouais? les nourrissons. Ah ouais? Donc, bien évidemment, c'est tout. De toute façon. Donc, quand on finit de dire ça, peut-être que le MPL nous dira que oui, il faut travailler, acheter beaucoup de balais pour balayer peut-être ceux qui sont là, ou bien mettre de l'eau dans la maison. et les démocrates... Balayer jusqu'à se balayer. Voilà, et donc peut-être que les démocrates nous diront que oui, que nous vivons dans les ténèbres depuis 2016 et qu'avec le flambeau, on pourra allumer les recoins du Bénin, éclairer partout. Amener la lumière, peut-être la lumière de l'espoir, peut-être, bien évidemment. Peut-être les FCB nous diront que oui, bon, l'autre formule où on faisait microcrédit, on distribuait 10 000 à la présidence, que c'est révolu et que cette fois-ci, que ce serait autrement avec le que la rhétorique. Donc, qui sait? J'oublie qui encore même. Je pense que vous avez fait le tout, hein, vous n'avez oublié personne. Ils sont 7. Ils sont 7, vous avez oublié. J'ai Pierre un Mouel Bénin. Mouel Bénin. Voilà, les élites. Peut-être qu'ils viendront nous dire qu'ils sont plus intelligents que les autres, que c'est eux les seules élites du pays et que par conséquent, leur faire confiance et que la manière de faire les choses va changer à l'Assemblée nationale, qu'il y aura un discours d'élite, bien évidemment, même si on a peut-être des choses à redire sur chacune de ces formations. Mais toujours est-il que ce que je dis, que chacun amène sa marchandise devant les clients qui sont les électeurs. Et que la campagne soit une fête. Avec la courtoisie possible. Oui. La courtoisie possible. Ils ont signé une charte aussi. Oui, écoutez, ils ont toujours signé des chartes et ça n'a jamais été respecté sur le terrain. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait un peu de courtoisie. Parce que l'un dans l'autre, il y aura toujours des écarts. C'est ça. D'accord? Oui. Mais l'un dans l'autre, c'est faire l'effort qu'il y ait le minimum de courtoisie, qu'il y ait le minimum de, en tout cas, la tolérance, et qu'on voit des convois se rencontrer, se dépasser sans violence, sans scène de violence, sans propos haineux, et bien évidemment autant de choses. Et que les populations tranchent, avisent, comme le dirait l'autre, que les populations aient la possibilité d'aviser en tenant compte de leur conviction, en tout cas, le 8 janvier. Et je crois peut-être que j'ai vu Dynamisme Info écrire ce matin que, qu'est-ce que j'ai lu par rapport à la campagne? Oui, des boîtes de conserve et autres. Là. Regardez la une de... Ah bon? C'était à la une? Oui, je n'ai pas... Il y a une information comme ça. Je n'ai pas du tout fait attention. Si Marcel peut nous aider, je crois que j'ai lu un truc comme ça. Ah bon? Boîte de conserve à la une de Dynamisme Info. Il parle de boîtes de conserve, un certain nombre de choses pour qu'on peut voir au cours de la campagne, quoi. C'est-à-dire vous avez vu? D'accord, oui, j'ai le journal, mais je ne sais pas où se trouve cette affaire de boîte de conserve là, à la une du quotidien. Vous pouvez voir, je ne sais pas. Je crois ou bien c'est un article que j'ai dans mes infos. En tout cas, c'est pour dire... vous avez lu certainement développement en ce qui concerne la campagne. Voilà, c'est ça. Ces cadeaux inhabituels auxquels pourraient avoir droit les électeurs. D'accord. Bon, vous avez bien vu alors. Oui. D'accord. Ces cadeaux auxquels pourraient avoir droit les électeurs. Oui. Inhabituel. Ici. Mais il dit n'importe quoi. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore acheté de cadeaux peuvent aller faire un devis déposé chez les candidats pour dire que Noël c'est dans 2 jours. Monsieur le candidat, pensez à mes enfants avec un cadeau et puis je crois que je fais... Le tout est joué. Le tout est joué. Ah ouais, d'accord. Très bien, Laurent Roland-Toniquès, merci pour vos analyses et vos commentaires. Voilà, merci pour votre présence sur le plateau.